Bonjour et merci d'être présent parmi nous. Nous allons parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle accessible à tous les établissements de soins. Alors en préambule, je voudrais simplement que vous sachiez que sur le flyer que vous avez dû voir sur vos chaises, vous avez un QR code qui vous permet tout simplement de poser vos questions en direct et nous tâcherons d'y répondre en fin de session si nous en avons le temps ou a posteriori, mais en tout cas, nous prendrons soin d'y répondre. Voilà. Alors, l'IA accessible à tous, c'est important de le dire, car aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas grâce à une IA concrète et facilement déployable grâce à nos partenaires qui vont se présenter à vous. Et nous avons aujourd'hui choisi donc de partager des expériences concrètes, non pas de vous donner donc une définition de l'IA sous tous ses angles, mais plutôt de partager les retours d'expériences concrets au travers de différentes visions, au travers de différents axes. Alors, tout d'abord, l'IA de confiance. L'IA de confiance, David Delru vous en parlera. David Delru est le président de la société Alicante, éditeur de solutions spécialisées donc en santé. Vous aurez ensuite le regard de monsieur Olivier Boyer, directeur général du CHR d'Orléans, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici parmi nous, qui nous donnera sa vision du déploiement de l'IA à l'échelle justement d'un établissement, mais également d'un territoire. Nous aurons ensuite Dr Data, qui présentera également l'importance de la donnée en particulier, la gestion de la donnée personnelle. C'est un angle juridique très important également qu'il convient de voir en amont de tout projet. Nous aurons ensuite M. Philippe Meyer. Juste concernant Dr Data, vous reconnaîtrez que ce n'est pas Nesrine Ben Yaya qui nous rejoint en cours de route, qui a un imprévu logistique. Donc, soit notre cher ami docteur qui est aussi associée de Dr Data la remplacera, même si elle est irremplaçable, soit elle va arriver dans le cours. Donc on va peut-être décaler par rapport au plan l'intervention. Voilà, on va peut-être permuter, excusez-moi. Nous aurons ensuite la vision de M. Philippe Meyer, directeur donc, général de SILPC, ex-SILPC, Aucantis maintenant, qui nous partagera sa vision, la vision de ses adhérents qui l'accompagnent en tant qu'intégrateur également. Pour ensuite avoir aussi l'angle de vue de M. Bernard Castel, du Dr Bernard Castels, qui nous partagera justement l'importance de la gouvernance des données pour avoir une IA vraiment utile et concrète. Voilà. Voilà, vous avez le programme de ces 3 quarts d'heure qui vont suivre. Et je vais vous présenter en quelques mots la société Alicante. Alicante, nous sommes éditeurs de solutions spécialistes de la data et de l'IA, et plus exactement de la valorisation de la donnée hospitalière de routine grâce à l'intelligence artificielle. Et donc nous mettons en œuvre un certain nombre d'usages concrets présentant des bénéfices et un ROI rapide que nous allons aussi vous présenter. Dans un premier temps, je vais laisser donc la parole à M. Delru, qui va vous parler de la confiance en l'IA. Quel niveau de confiance en l'IA pouvons-nous avoir aujourd'hui? Donc, le titre de la présentation, pardon, on m'a autorisé à enlever le masque, sous contrôle de médecin, il y en a 2 là. C'est l'IA créatrice de valeur pour tous les établissements. Donc je vais revenir un petit peu sur le titre pour voir pourquoi on a choisi ce titre et pourquoi on ne vous a pas fait supporter une énième présentation sur les nouveaux algorithmes d'IA fédérés, composites. J'ai appris hier que l'IA composite existait, qu'on en faisait depuis 10 ans sans le savoir. On a plutôt préféré de vous parler de comment mettre en œuvre avec plusieurs partenaires de l'IA sur un territoire et non pas seulement dans des projets de CHU. Les CHU, évidemment, les CLCC mènent des projets d'intelligence artificielle absolument magnifiques. Il y en a quelques-uns que je vous invite à découvrir. Et il y a une autocensure auprès des CH non CHU en se disant mais est-ce que moi, ça va créer de la valeur? Est-ce que je vais pouvoir mener ce projet? C'est un peu en réponse à ces questions que le panel
qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre, va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, quand on dit créer de la valeur, très rapidement, ça n'est pas créer de l'argent à partir des jeux de données. Ça a été un fantasme, un temps. Évidemment, il y a un sous-secteur, un sous-marché de vente de jeux de données avec des leaders internationaux comme Optum, dont le sourcing de données est parfois questionné avec un biais éthique. Nous, ce qu'on appelle créer de la valeur, ce que nos clients hospitaliers appellent la valeur, c'est utiliser l'IA pour des choses utiles, notamment mieux connaître le patient, le classifier, il a un risque vasculaire par exemple, un risque infectieux, ce genre de choses. Mieux le connaître pour le placer dans un essai clinique. Mieux le connaître aussi parce qu'il faut vivre avec l'équation dans laquelle sont les hôpitaux. Mieux le connaître pour mieux facturer son séjour avec T2A et PMSI. C'est aussi pour mieux organiser l'hôpital. Il y a certains de nos partenaires qui travaillent sur, par exemple, l'optimisation du flux en entrée aux urgences pour qualifier les patients qui arrivent aux urgences, qu'on connaît peu par définition, pour anticiper le staffing en aval, le jour même, le jour suivant, dans le bon service. Je pense à Calypse, il y a peut-être des gens de Calypse ici ou des gens qui pourront en parler. Voilà. Mieux organiser le parcours, etc. Donc des usages très concrets. Deuxième partie du titre, on en est qu'au titre. Pour tous les établissements, on a insisté là-dessus parce que beaucoup d'établissements de nos clients, plutôt sur les aspects PMSI, nous disent « mais moi, l'IA, c'est pas pour moi ». Voilà. C'est bien quand c'est caché, embarqué dans des logiciels, c'est vrai, mais je vais m'arrêter là parce que mon établissement n'a rien à dire sur ces sujets data IA. Premier élément de réponse et de contradiction. Le graphe, bon, moi qui suis devant, je ne vois pas très bien, mais en gros, les parties orange, c'est la data qu'il y a dans les CH non CHU. Et pour aller très vite, 80% de la data hospitalière en France est dans les CH non CHU. Donc déjà, ne pas travailler avec les CH, c'est se priver de 80% de la donnée disponible en France. À la fois de la donnée en elle-même, je dirais la matière première, fut-elle immatérielle, mais aussi de l'explication qui va avec. Parce que ce graphe montre aussi que certaines spécialités sont massivement traitées dans les CH non CHU. Autant, par exemple, les triples greffes, on en voit, je parle sous votre contrôle, assez rarement dans des CH non CHU ou des hôpitaux locaux, ou alors c'est étrange. Autant tout un tas de suivis qui occasionnent des hospitalisations, l'immense majorité de l'activité SSR se fait hors CHU. Et il y a énormément d'exemples là-dessus. Donc, travailler avec les CH non CHU, c'est travailler avec la majorité de la data disponible. Et aussi en termes de volume, des CHU, il y en a une trentaine pour aller très vite, une grosse vingtaine de CLCC. Il y a en gros 1000 établissements hospitaliers publics. Alors, on peut compter en GHT plus de 130. Et il y a 1000, 2000 établissements privés selon qui rachète qui. Ça peut changer d'ici la fin de la journée. Mais en gros, on a 3-4 000 établissements de santé. Pourquoi se priver de l'immense majorité en termes de data ? Pourquoi les CH s'autocensurent ? Parce que, première raison, ils pensent qu'ils n'ont pas le staff en interne pour gérer ces projets, l'aspect MOA. Parce que ça nécessite, ça mobilise des compétences quand même assez particulières. Mais en fait, ça change. Le CIL-PC est là, par exemple, pour en témoigner. On peut déléguer de la MOA à des acteurs qui ont l'expérience de projets d'IA. Autre frein aussi, c'est l'infrastructure. On a tous entendu parler de projets d'IA où vous voyez des visites de salles serveurs, des data centers qui font 3 hectares, qui sont climatisés. Et le CH, il dit, moi, j'ai déjà mes salles machines, c'est déjà assez complexe, je ne vais pas m'engager dans un projet, entre guillemets, risqué sur mon infrastructure. Là encore, des gens comme Aucantis. Alors, si le PC, Aucantis, c'est la même chose. Vous aurez une explication de texte tout à l'heure. Et c'est tout frais, ça date d'hier. Donc, je suis encore un petit peu en ancien franc. Je parle assez souvent du CIL-PC, je crois que je ne suis pas le seul. Donc il y a des clouds sécurisés qui vous permettent de déporter en toute sécurité, après avoir encadré ça de manière réglementaire, juridique et éthique, avec des gens comme Dr Data et d'autres, déporter ces traitements-là, ponctuels ou au long cours, sur des clouds sécurisés HDS. Autre frein, on se dit c'est de la science, c'est de la data science, la forte densité scientifique. Concevoir les modèles, effectivement, ça consomme de la data science, mais après les adapter et les faire tourner
ça peut être de l'usage. On a aussi besoin d'essayage pour co-construire les usages qui embarquent de l'IA. Voilà. Il y a plein d'autres raisons. Et une des dernières raisons qu'on a vues sur le terrain, et c'est quelque part le frein le plus difficile à lever, c'est j'ai pas confiance dans tous vos machins qui décident tout seuls. Voilà. Je dis un peu comme on l'a entendu. C'est l'introduction à la partie suivante très courte sur est-ce qu'on peut faire confiance en l'IA. Notre position, tous les gens de ce panel, c'est oui sous certaines conditions. Et ça sera développé par la suite. Déjà, premier élément de réponse, on fait déjà confiance en l'IA. Bernard, il y a 20-30 ans, a déjà commencé à appliquer des filtres d'IA sur l'image. C'est pas récent. Les acteurs de l'IA, on ne peut pas dire qu'ils n'inventent rien, mais ils n'inventent pas non plus. L'IA n'a pas été inventée il y a 5 ans par Google. Les premières publications sur les réseaux de neurones qui ont donné, après quelques évolutions de génération fantastiques d'ailleurs, le deep learning, le machine learning, qui sont les mots-clés qu'on entend toujours, les premières publications datent des années 50. Donc vous voyez, l'IA, ce n'est pas non plus quelque chose de totalement étranger qui s'est parachuté sur le monde entier il y a quelques semaines. Voilà. Comment faire confiance en l'IA ? Les piliers de la confiance en l'IA, ils sont assez classiques et c'est tout ce que ces partenaires ici essaient de mettre en œuvre. C'est d'avoir une démarche scientifique et notamment d'évaluer comment on évalue un dispositif médical logiciel. Vous allez entendre de plus en plus parler de dispositif médical logiciel. Il y a les médicaments, il y a les dispositifs médicaux qui suivent des cadres d'évaluation très stricts. Pourquoi les logiciels, embarqués ou non, ne les suivraient pas-ils aussi ? Et ils vont le faire, c'est en train d'évoluer. On demande aussi à ce que l'IA soit explicable. Je prédis que votre patient il va avoir un problème infectieux dans un horizon d'une semaine. Tout médecin, il va poser la question suivante, mais pourquoi vous me dites ça ? Quels sont vos éléments de preuve ? L'explicabilité, c'est le b.a.-ba de ce que demandent les hôpitaux. La garantie humaine s'est imposée par le comité consultatif national d'éthique, suite notamment aux travaux d'éthique IA. Il y a peut-être des gens d'éthique IA dans la salle qui disent pourquoi pas proposer une solution automatiquement, mais il faut qu'elle soit contre-validée par des humains. Donc on peut proposer un cadre de garantie de l'IA qui vous permette de construire dans vos établissements la confiance dans cette IA. Voilà. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est possible. On va laisser maintenant la parole à un directeur d'un très gros hôpital, qui a la taille d'un CHU, et surtout si on l'étend au territoire. Donc, M. Olivier Boyer, qui va d'abord présenter son territoire et un peu comment il a organisé le déploiement d'usage sur la data sur son territoire avec ses partenaires, dont certains sont présents. Bonjour à tous, merci de votre introduction et de vos propos très clairs. Moi, j'ai toujours appris, quand j'ai cherché à comprendre ce que ça voulait dire IA, j'ai cherché des articles et je ne suis pas un spécialiste. Et d'ailleurs, j'ai lu tout de suite que l'IA était un terme impropre. J'ai mieux compris. Voilà, alors 2 mots sur le CHR d'Orléans. Donc, comme vient le dire l'interlocuteur précédent, le président d'Alicante. Donc, le CHR d'Orléans, c'est un grand établissement qui a la taille d'un CHU. La faculté de médecine, pour des raisons historiques, n'est pas dans la capitale régionale, elle est à Tours. Donc, Orléans dessert un bassin de population de 700 000 habitants. Voilà, c'est un établissement qui a été entièrement reconstruit par regroupement des 2 hôpitaux de la ville, donc sur un des 2 sites au sud d'Orléans. C'est un hôpital très grand, 200 000 m², 1500 lits, un peu plus de 1500 lits, 200 places. Voilà, et qui dessert son territoire également, dans lequel il y a 9 établissements à l'échelle du GHT. La plupart d'ailleurs sont aujourd'hui en direction commune. Il y en a un pour l'instant qui est encore autonome, c'est l'hôpital de Montargis qui est relativement important, qui a la taille d'un des établissements support des autres départements de la région Centre-Val de Loire. Voilà, donc notre budget consolidé, c'est 1 milliard d'euros environ à tous les établissements. On a environ 800 médecins. Alors, une des caractéristiques de la région Centre, c'est la faiblesse de sa démographie médicale. C'est la région la plus désertique en termes de médecins, puisqu'on a, à part à Tours et en Indre-et-Loire, où là, la densité médicale est à peu près équivalente à celle de la moyenne de la France. Dans les autres départements, on est à un peu plus de la moitié de la moyenne de la France, ce qui est vraiment très faible. Donc c'est principalement
C'est la principale caractéristique, on va dire, la principale difficulté. On dit souvent qu'il y a des problèmes de démographie médicale partout en France. Là, ces problèmes sont encore un peu plus aigus. On a environ 8500 personnels non médicaux sur Orléans. Et à part les greffes, on va dire, et les activités extrêmement de pointe, l'hôpital d'Orléans fait toutes les activités qu'on trouve dans les CHU. Je suis trop loin. Du micro, oui. Sinon, c'est pas... Ok. Vous m'entendez mieux là? Très bien. Bon, si vous n'avez pas entendu, c'est pas très grave. Mais je ne vais pas recommencer. Finalement, compte tenu des enjeux de la région, l'IA est aussi j'allais dire, un vecteur obligatoire. C'est-à-dire que, compte tenu des faiblesses de la région, notamment en offre médicale, il nous faut essayer d'être plus rapide et plus intelligent que les autres, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, on a décidé d'investir dans l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce qu'on souhaite gérer les données de l'IA et l'IA au CHR d'Orléans et sur son territoire? Ce n'est pas un projet qui est spécifiquement orléanais. Vraiment, on souhaite emmener tous les établissements du territoire dans le partage de la plus-value qu'on réussira ensemble à créer. D'abord, pour continuer le développement de la direction informatique qu'on a rebaptisé en fait direction du numérique à la place de la direction des systèmes d'information sur le territoire. Évidemment pour participer à la valeur ajoutée des activités. Je crois que on a tous l'expérience du déploiement informatique dans les hôpitaux depuis assez longtemps. Et on cherche toujours les moyens de le rendre attractif, utile pour les médecins. Souvent, les médecins vivent, je ne sais pas si c'est le cas dans vos établissements, l'informatisation comme une contrainte. L'idée, c'est essayer de faire en sorte que ce ne soit pas seulement une contrainte, mais aussi une plus-value. Et je pense qu'on est vraiment dans cette idée-là, et c'est particulièrement important chez nous. Et les médecins sont très, très emballés par le projet qu'on leur a soumis. Également, évidemment, alimenter le lien ville-hôpital. Je pense par exemple aux résultats de labo. Je vous donne cet exemple. Les résultats de labo, le système hospitalier, le système d'information hospitalier fonctionne, j'allais dire, dans l'entre-soi, mais on match relativement rarement avec les labos de ville. Un des enjeux, c'est de pouvoir incrémenter les résultats des patients qui font faire leurs examens en ville dans notre système d'information pour éviter de scanner des dossiers et pour rester sur le zéro papier, par exemple. Et évidemment, autre chose aussi, le numérique va nous permettre de structurer le GHT. Pourquoi? Parce que, en fait, vouloir faire converger les établissements sur le même logiciel, certes, c'était le souhait des pouvoirs publics à travers les GHT. Je pense que beaucoup d'établissements, les petits notamment, le vivent comme une contrainte. Donc l'idée, c'est de les emmener avec un projet qui ait une véritable plus-value, c'est-à-dire qui soit supérieur à ce que nous faisions précédemment. Et je pense qu'on est en train de réussir cette voie-là, cette idée-là, avec l'intelligence artificielle et ce qu'on va pouvoir leur proposer. Voilà. Optimiser les parcours patients par du soin augmenté. Alors, c'est des termes savants, mais ça va nous permettre effectivement notamment d'une part de mener des projets de recherche qui vont satisfaire les médecins. Les meilleurs médecins de l'hôpital, j'allais dire, sont très très emballés par l'idée du concentrateur de données et de tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces outils. Mais ça va permettre aussi aux gestionnaires, aux chefs de service, à ceux qui s'intéressent au flux de patients, de mettre derrière des logiciels qui vont leur permettre de mieux gérer l'adéquation entre les ressources et l'activité médicale dans la temporalité d'une journée, par exemple, ou d'une activité. Et donc tout va derrière, c'est-à-dire qu'on arrivera ainsi, je l'espère en tout cas, à mieux maîtriser les flux et les parcours, notamment jusqu'à l'ambulatoire. Et puis évidemment, donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire à permettre aux médecins et aux soignants d'avoir un retour sur leur investissement, sur leur temps, parce que vous avez tous entendu les soignants, les médecins râler parce qu'ils passent plus de temps devant leur ordinateur qu'à discuter avec le patient. Évidemment, c'est un investissement important.
Ce qui me paraît nécessaire, c'est d'arriver à leur proposer finalement un résultat qui va leur apporter une plus-value, un service qu'ils n'avaient pas auparavant grâce à cet investissement qu'ils consentent et que d'une certaine manière, qui leur est imposé. Voilà, et puis enfin, donc, effectivement, je trouve que ça valorise le rôle de l'hôpital support et de son GHT, parce que ça va nous permettre de mener des projets de recherche, de participer au Health Data Hub, évidemment, avec une forte plus-value. Et sur un territoire comme le nôtre, ça va permettre aussi de renforcer l'attractivité de l'hôpital, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est absolument fondamental, à l'échelle, en tout cas, de notre territoire. Voilà. Merci de votre écoute et je rends la parole. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, on a commencé par le commencement. S'il n'y a pas l'implication d'un établissement de son territoire, une volonté et une direction générale, ce qui n'est pas toujours le cas, les projets d'IA, les projets data, appelons-le comme on veut, ne commencent pas. Alors se pose la question, est-ce que Nesrine est dans la salle? Pas encore. Donc on va passer cette présentation pour passer, si ça n'ennuie pas Philippe, à ta présentation. Voilà. Donc pour rassurer les établissements, je reviens sur mon introduction, qui voient énormément de freins. Il y a des écosystèmes qui se sont mis en place avec quelque part des agglomérants comme Aucantis, Ex-IL-PC, qui peut amener sur une infrastructure très solide, à la fois de matériel mais aussi de services, et toute une histoire de compétences, peut être le terrain de ces projets d'IA. Voilà. Bonjour, donc je confirme bien effectivement, le CIL-PC se nomme maintenant et définitivement pour encore très longtemps encore Aucantis. Alors moi je voudrais insister sur un point quand même assez important. J'ai officié, peut-être comme certains d'entre vous, comme directeur de système d'information précédemment, en tout cas à la PHM pendant quelques années. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes effectivement derrière beaucoup de projets et encore plus derrière les projets d'IA. Il y a un élément qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la complexité toute apparente de ce type de projet, d'un projet numérique en règle générale, et peut-être plus particulièrement de ces projets-là qui font qu'à un moment donné, les freins se mettent en place et qu'on a du mal à aboutir. Alors effectivement amplifié aussi par une espèce de croyance démesurée dans ce que ça va produire. Donc je pense que ces projets-là, il faut, entre guillemets, mais là encore, comme tout autre projet, les aborder par couches successives, par couches de compétences, par couches d'éléments qui vont être constitués d'un ensemble plus large pour atteindre l'objectif. Alors sur un projet d'IA, eh bien, comme n'importe quel projet, on a des problématiques d'infrastructure, matériel, technique. Alors peut-être avec une différence assez importante vis-à-vis je dirais, du fonctionnement peut-être d'un DPI ou d'une GAF, d'une GEF, c'est qu'on a des pics, effectivement, un peu comme quelquefois comme les départs en vacances, on a des pics sur les péages, et il faut effectivement avoir quelques équations qui vont vous permettre de moduler effectivement et de rendre disponible, je dirais, le temps CPU nécessaire pour que les éléments fonctionnent correctement. Donc là, effectivement, il faut avoir des équipes qui soient capables de dimensionner tout à fait correctement à la demande, parce qu'on parle bien de ça, on parle bien d'office à la demande, sur ces aspects matériels-là. Donc ça, c'est un point qui reste extrêmement important. Après, il y a un point effectivement très majeur dans toute cette mécanique-là, c'est l'alimentation. L'information, elle est produite par des puits de données qui viennent, là encore, de DPI, de gestion administrative, de gestion économique et financière, mais pas que. Elles viennent aussi de l'extérieur. Et il faut avoir une capacité, là aussi, à les traiter de façon assez rapide, versus un petit peu de temps réel. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir des bus d'interopérabilité extrêmement performants de façon à garantir la réactivité du système. Donc on s'aperçoit que ce qu'on attend de l'IA dans une décision immédiate, il faut vraiment que toute la chaîne soit construite pour, entre guillemets, aller vers cette décision immédiate. Donc on voit que l'ensemble des couches font appel à des compétences et à des savoir-faire, à des métiers très très particuliers et très spécifiques. Et je pense que là encore, il est faux de croire qu'un établissement, quelle que soit sa taille d'ailleurs, que ce soit une instance publique ou un CSG de plus petite taille, sera en capacité de gérer l'ensemble des problématiques. Je crois que là aussi, il faut adresser ce qui est adressable par ses propres compétences. Et c'est aussi un des travers sur lesquels il faut éviter de tomber. Je pense qu'il faut savoir plutôt s'orienter sur ce qu'on va faire de l'information et comment on va la comprendre, comment on va l'analyser pour opérer un peu mieux son système, et puis de l'autre côté, laisser à des professionnels, à des spécialistes, alors effectivement Aucantis en fait partie, sur ces couches intermédiaires, sachant que l'objectif aussi, c'est d'accompagner de bout en bout les acteurs
Là aussi, hein, à l'image de ce que vous vivez vous peut-être dans vos établissements sur des DPI, l'objectif c'est pas uniquement de paramétrer, c'est pas uniquement de former, c'est pas uniquement de déployer, mais c'est d'accompagner, de faire en sorte que l'ensemble arrive à se poser de façon cohérente dans le système et le rendre tout à fait efficient et tout à fait efficace. Et puis derrière, il y a aussi un élément là aussi qui est certainement plus important qu'ailleurs, c'est l'aspect sécurité. Alors pas l'aspect sécuritaire en termes de redondance, mais en termes d'accès à l'information, parce qu'on s'aperçoit aussi que on parle beaucoup de recherche médicale, et on sait que dans ces domaines-là, il y a quelquefois beaucoup de tensions, beaucoup d'interrogations sur ce que peuvent faire les uns et peuvent faire les autres. Donc là aussi, il y a tout un aspect de traçabilité qu'il est important de pouvoir maîtriser au mieux, et aussi de réagir par rapport à des demandes et à des sollicitations. Donc ça veut dire qu'on est aussi dans une contrainte RGPD très forte, et on doit être capable aussi de démontrer très rapidement ce qui s'est passé sur l'environnement, qui a fait quoi, pourquoi faire, dans quel objectif, etc. Donc ça veut dire que ces projets-là ne sont pas effectivement ce que vous visez, c'est un résultat, c'est comme ça a été expliqué précédemment, mais c'est dire à un moment donné, est-ce que je peux prévoir un peu plus efficacement ce qui va se passer dans mes urgences demain et après-demain. Mais ça, effectivement, c'est le résultat. Donc il y a toute une chaîne à construire, et il faut bien reposer, je dirais, les besoins sur les compétences. Et les compétences, elles ne sont pas forcément dans une seule structure. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces sujets-là. Merci. Donc, je viens aux nouvelles. Oui, on va poursuivre. Pour reprendre le storytelling, volonté institutionnelle, établissement, Monsieur Boyer. Normalement, il y avait la seconde étape qui va arriver en fin de présentation au Dr Data, le cadrage juridique, éthique, réglementaire amont, pour éviter les nombreuses paniques qu'on entrevoit en aval. Voilà. Trouver un écosystème, Aucantis vient d'en parler. Et ensuite, il faut intégrer ça dans une stratégie au long cours qui dépasse l'horizon court de quelques mois et qui dépasse aussi les murs de l'hôpital. Et là, on est en plein dans, au fond, le conseil, la vision. Bernard Castel, que beaucoup de gens connaissent ici et que je laisserai se présenter, on a fait l'une de ses spécialités à partir de l'existant, de proposer une vision à un mois, à après-demain, jusqu'à 5 ans, de ce qu'on peut faire avec ces nouveaux moyens au service du soin sur un territoire, que ce soit pour le public, le privé, CHU, non-CHU, CH, hôpital local, etc. Bernard, je te laisse te présenter. Initialement, j'étais radiologue. Aujourd'hui, je viens, grâce aux présentations qui ont été faites et la belle photo qu'on a mis de moi sur cette présentation, je viens de gagner au moins 10 ou 15 ans. Donc je suis plutôt heureux de me voir plus jeune. Néanmoins, j'ai effectivement travaillé depuis un bon moment sur cette, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'IA, la gestion des données et l'utilité pour tout le monde. Alors j'avais commencé par une phrase qui n'est pas de moi d'ailleurs, hein, qui est une phrase que j'ai volée à quelqu'un. Est-ce qu'il faut faire de l'IA parce que c'est à la mode? Alors j'ai barré en disant non. Et puis finalement, en y réfléchissant, je me suis dit oui. Il faut quand même en faire parce que c'est à la mode. Parce que la mode, ça ne propose pas que des choses inutiles, superficielles et artificielles. Ça présente notamment dans l'intelligence. Et donc l'idée, c'était, si on fait de l'IA, on le fait comment? Et dès le départ, quand on a commencé à travailler sur ces sujets en 2017 à l'hôpital de Valenciennes, avec l'équipe de la DSI et d'autres acteurs évidemment, l'idée c'était de dire pourquoi on fait de l'IA? Tout simplement parce que quand on s'occupe de soins, et tous ceux qui s'occupent de soins ou qui accompagnent ceux qui s'occupent de soins, savent qu'il faut que ce soit utile, utilisable, c'est-à-dire que tous les jours on utilise ce que l'on a trouvé utile de faire, et puis donc utiliser. Donc il faut absolument que ça fonctionne comme ça. Si c'est pas ça, ça va à la poubelle, au fond d'un placard. Les soignants, faire du soin, c'est un métier d'action. On est en face d'un soignant qui a mal au dos. Si vous lui répondez, dans 15 jours, je vous donne une réponse, merci de m'avoir donné vos symptômes, en général, il a changé de crèmerie dans la seconde qui suit. Donc, dans ce métier où il faut répondre sans arrêt et de façon quasi instantanée à des problématiques
qui vont du symptôme à des maladies chroniques qui durent longtemps, il faut absolument introduire quelque chose qui est de l'ordre de l'utile. Et ça, c'est fondamental. Et c'est là que l'IA, finalement, répond à une de nos questions, c'est que par ses capacités d'analyse, elle peut se rendre utile, un, par le temps qu'elle nous fait gagner, deux, quelquefois par les espaces auxquels elle nous permet d'accéder et auxquels nous n'accédons pas forcément parce qu'on n'a pas les connaissances, parce qu'on n'a pas la compétence à côté, etc., etc. Donc, dans ce schéma, on va passer, dans les années qui arrivent, de la médecine d'aujourd'hui, celle qu'on connaît, qui n'est pas coordonnée, où on n'échange pas les données, etc., à une médecine dont on rêve, qui va être 4P, populationnelle, etc. Donc comment on y va? On y va de façon très concrète. En 2017, j'ai fait plusieurs dossiers sur des territoires différents qui s'appelaient des projets médicaux partagés. Une fois qu'on avait mis d'accord tous les soignants pour travailler ensemble et faire les fameux parcours de patients gradués, c'est-à-dire comment on s'occupe d'un patient selon son état, selon ce qu'il propose et à l'endroit où il arrive. Tout simplement, on s'est aperçu que même quand on est d'accord pour s'en occuper, on n'avait pas les informations qu'il était nécessaire d'échanger et comment les échanger, si ce n'est en les organisant. On en a parlé tout à l'heure et donc ça correspond à cette plateforme qui permet d'aller de la médecine d'aujourd'hui à la médecine de demain. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Pour avoir vécu quelques dizaines d'années déjà, je sais qu'un bon projet, quand il est intelligent, qui marche bien et qui va à la bonne vitesse, c'est à peu près 20 ans. J'espère que quelquefois, le numérique nous fera gagner un peu de temps. C'est comment plutôt l'IA, quand elle est efficace? C'est tout simplement une IA, on l'a dit tout à l'heure, évaluée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, dès lors qu'on met en place une solution d'IA, quelle que ce soit pour faire un diagnostic d'imagerie, ou que ce soit pour gérer un flux de patients, ou que ce soit pour gérer un parcours de patients, ou différents types de parcours, c'est quoi les impacts? Qu'est-ce que ça change à ma façon de faire de la médecine? Si ça change ma façon de faire de la médecine, au fond, je commence à changer ma façon de faire mon métier. Et quand je suis médecin, c'est une chose, mais je peux être aussi manipulateur radio, infirmier, kiné, etc. Et ça change. Si ça impacte ma pratique, alors je vais commencer à changer de métier. Si je change de métier, c'est-à-dire si je répartis mon temps différemment, si je me déplace différemment dans l'espace, si je vais vers le patient au lieu d'attendre que le patient revienne vers moi, alors à ce moment-là, les organisations changent. Donc on voit bien qu'il y a des causes à effet systématiques. Si on augmente la capacité d'analyse des données à l'intérieur d'un espace hospitalier, mais aussi dans la relation de l'hôpital avec la médecine de ville, alors on change les paramètres de la pratique, des métiers et des organisations. Et c'est finalement cet impact qu'il faut attendre. Parce que cet impact, il va retentir, une fois qu'on l'aura évalué, sur les services qu'on va proposer. Aujourd'hui, on parle de l'espace numérique de santé pour les patients. On va proposer des services, et on y pense tous, parce qu'on sait que c'est une réalité. Les patients, les citoyens, patients, usagers, malades ou pas malades, encore en forme pour aller voter et payer leurs impôts, donc probablement encore des vrais citoyens, même s'ils sont usagers de la santé. Ces patients, ils vont se saisir de services, ils vont les utiliser, ils vont les transformer, ils vont revenir vers ceux qui font la santé et ils vont reposer des questions très embêtantes quelquefois auxquelles il faudra bien répondre parce que c'est notre métier de répondre non seulement aux symptômes mais aux besoins des patients en termes de santé. Et quand je parle de santé, ça va de la prévention évidemment jusqu'à l'accompagnement palliatif. Il n'y a pas que le soin à l'hôpital, il n'y a pas que le soin en ville. Il y a évidemment tout ce qui va accompagner la santé des patients. Et le dernier aspect, c'est que c'est l'affaire de tous. Parce qu'on voit bien que si vous regardez bien le dessin que vous avez à votre droite, les soins de ville et les soins hospitaliers, c'est très peu de choses. Et on voit bien que la santé recouvre un ensemble d'éléments qui sont très très larges. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est là qu'on voit que tout le monde a sa place. Évidemment, les hôpitaux qui ne sont pas universitaires et qui sont détenteurs de 85% de la donnée concernant les soins et la santé, ça suppose effectivement que c'est bien l'affaire de tous. L'affaire de tous les acteurs et l'affaire de tous les acteurs hospitaliers. Et
un des enjeux majeurs aujourd'hui de cette tension qu'il y a sur le numérique, l'IA, etc., c'est bien de ne plus perdre de temps. De ne plus perdre de temps. On n'a plus 10 ou 20 ans à perdre aujourd'hui à attendre que les choses se mettent en place. Donc il faut aller vers des solutions de concentration de données pour pouvoir les utiliser, les raffiner et les tester dans des algorithmes ou des solutions de recherche ou des solutions d'explication. Il faut aussi qu'il y ait une convergence de tous les acteurs, l'hôpital étant sur les territoires un acteur toujours majeur. Il restera majeur pendant peut-être 10 ans ou 20 ans encore. C'est l'endroit où il y a des moyens, c'est l'endroit où on emploie le plus de personnes sur le territoire, c'est l'endroit où on a la plus grosse activité économique du territoire. Ça reste un acteur majeur et à partir de l'hôpital, on peut évidemment, non seulement les groupements hospitaliers de territoire, mais l'ensemble des acteurs se raccrocher à cette dynamique. L'hôpital doit être à l'origine de la dynamique des territoires avec les autres acteurs, mais il en est un des acteurs principaux. Merci, merci beaucoup. Donc on a vu l'impulsion, direction générale, l'écosystème, on vient de voir la vision. Dès le premier pas, savoir où on veut aller. On va revenir un petit peu avant avec le cadrage préalable. Et Nesrine, qu'on peut applaudir, qui a fait tout ce qu'elle peut pour venir. Je suis ravie d'être là et merci beaucoup à Alicante de nous inviter en tant que docteur data. Et je sais que quelques membres de l'équipe sont au fond, sont là depuis ce matin. Voilà, Docteur Data, c'est une société qui a déjà maintenant 4 ans. Donc cela fait 4 ans qu'on agit en tant que DPO, le fameux Data Protection Officer que vous connaissez tous, qui essaie de vous régler les problèmes du fameux RGPD. Et effectivement, 4 ans que nous agissons dans le domaine de la protection et surtout de la valorisation des données de santé. Valorisation ne veut pas dire monétisation, c'est bien aussi les projets de recherche menés par des sociétés comme Alicante, par des établissements de santé qui sont présents ici sur la table. Et c'est une expertise, donc c'est un métier. DPO, c'est pas facile comme métier. On est vraiment sur des urgences, on est sur des projets de long cours également. Et puis, on est en relation étroite et pérenne, toujours, en fait, avec 3 acteurs autour de la donnée. On est en discussion avec l'hôpital quand il faut mettre en place le projet. On discute avec l'industriel qui participe au projet. Et surtout, parce que j'entends beaucoup, j'étais hier en patient au centre du système, on est en front avec le patient. C'est-à-dire quand le patient exerce son droit d'opposition, son droit de ne pas être content quand on lui a rien dit, son droit de retirer son consentement ou autre, c'est chez nous qu'il le fait. Donc c'est un peu DPO, c'est quelqu'un qui fait du juridique, qui connaît la technique, qui fait beaucoup de communication et qui est un peu aussi psychologue ou psychiatre. Alors Eric qui m'a chauffé la place et mon associé est psychiatre. donc voilà, donc c'est assez intéressant comme métier. On voit énormément toutes ces choses-là. Donc ça c'est notre métier. Concrètement, on a un projet qui se lance. On accompagne dans le privacy by design, dans l'audit du projet lui-même de data. On va chercher à savoir quelles données, pour quelles raisons on les traite, avec qui on les partage, comment on va les traiter. Donc, dans un cloud, dans une infrastructure interne à l'établissement, avec de l'algorithme, du deep learning, etc. Quel type de stack vous allez utiliser. Donc, on rentre même dans la technique. Tout ça pour vraiment faire le vrai privacy by design dès le départ. Donc, face à ce métier-là qu'on exerce et qu'on maîtrise, une équipe pluridisciplinaire, je ne l'ai pas dit plus haut, on est juristes et des développeurs avec nous, puis un médecin aussi avec nous. On a voulu associer un bras technologique, parce qu'en fait, ces acteurs-là qui veulent faire de la recherche, et on l'a vu avec ce qu'on a vécu cette dernière année, je suis dans un laps de temps, moi, depuis le Covid, je ne sais plus quand est-ce que ça s'est produit. En fait, on a vu à quel point on a besoin d'avoir des données en masse et de qualité. Et si on peut le faire quand même, les avoir de façon sécurisée, en respectant le RGPD, la loi informatique et liberté, quand on est en France. Et s'ajoute à toute cette, entre guillemets, complexité réglementaire, qui en fait, quand on la maîtrise, pour nous, c'est presque un jeu d'enfant. Je sais que je dis ça, certains vont nous taper. Mais voilà, quand on a des mécanismes, on va très vite. Et donc, on sait où raccrocher les wagons pour que ça aille jusqu'au bout.
Et ben, face à ce métier-là, grâce à ce métier-là, on a découvert aussi donc, des failles dans la gestion des droits des patients. Et on est allé plus loin pour que ces acteurs-là puissent, lancer leur projet, s'ils sont lancés, faire mieux et faire plus. C'est simple. Aujourd'hui, monter un projet IA et mettre 1 an à faire quelque chose, c'est pas possible. Enfin, 1 an, soit une start-up ou une PME depuis 15 ans, c'est long. C'est long et la question scientifique que vous posiez il y a 1 an est plus la même. Au bout d'1 an, ce ne sont plus les mêmes données que vous allez traiter. Donc vous voyez, c'est ce timing-là qui est une perte de temps, une perte de chance pour les patients à la fin. Et clairement une démotivation des équipes, qu'elles soient industrielles, hospitalières, c'est pas bon. Et tout cela, finalement, c'est pas à cause d'une réglementation, c'est à cause de la non-maîtrise d'une réglementation et d'une manque de solutions. Et donc on est allé plus loin. Et là, on a fait des annonces récemment. On a ajouté un bras tech pour permettre l'information, l'opposition et le consentement des patients de façon digitalisée dans ce qu'on appelle un registre distribué. Donc c'est par des smart contracts, c'est de la techno blockchain. On considère, et je considère, parce que je suis docteur en droit, mon premier titre, mon seul titre, à vrai dire, qu'on ne peut pas gérer les droits des patients, leur consentement, comme on gère aujourd'hui des cookies sur un site web. Ce n'est pas possible. Ce sont les données de santé les plus sensibles, les plus intimes. Quand on dit consentement, ce n'est pas une case à cocher, c'est un consentement éclairé. Je dois comprendre. De la même façon, sur l'information et l'opposition, je peux le faire à tout moment. Et ça, il faut le faire d'une certaine agilité, il faut être malin, parce qu'il faut le faire en dynamique. Vous allez porter des projets, vous allez créer des entrepôts de données. Je ne vais pas rentrer, la CNIL a sorti un référentiel pour créer des entrepôts de données plus facilement. Je vous laisse le lire. Vous pouvez aussi nous appeler, ce sera plus simple. Et vous allez lancer l'entrepôt. Vous allez faire je ne sais combien de projets de recherche. Vous n'allez pas vous limiter à un projet par an. Et bien ça, il faut être dynamique en fait. Et dans l'information des patients, le consentement des patients, vous avez tout le dossier patient sur le patient en question. Mais pour votre question scientifique, vous allez appliquer, et c'est ce qu'il faut faire, le principe de minimisation des données. Vous allez utiliser que les données qui vous sont nécessaires pour votre question. Ben ça, le consentement, si vous l'avez au début du patient, vous l'avez surtout, donc il n'est même pas dynamique, il n'est même pas dans la granularité, qui vaut rien, en fait. Et donc c'est là où avoir quelque chose de dynamique qui reprend tout de suite les données que vous ciblez. Quand un entrepôt est monté intelligemment, on se branche à ça, et c'est vite, c'est rapide. Donc voilà, donc ça c'est vraiment notre outil. Pourquoi on a voulu choisir sur des technos comme ça? C'est vraiment pas pour faire le buzzword, clairement. C'est parce qu'on est DPO et on veut prendre une plateforme qui ne peut pas mentir. Nous, on ne peut pas changer les logs d'un consentement. C'est dans une blockchain, c'est écrit, c'est des transactions. Et c'est en toute transparence à la communauté, aux utilisateurs. Et ça, c'est important. Nous, on est là, notre rôle, c'est vraiment ça. Restaurer la confiance parce qu'on est en contact avec ces 3 personnes-là. Et c'est important parce que on est en train de vraiment d'écrire plein de choses, je trouve. Là, ces 2 dernières années, il y a quelque chose qui se passe. On est en train de comprendre qu'il faut structurer les données, qu'il faut les exploiter, qu'il faut le faire bien. Et nous, on va donner un sens, en fait, au privacy by design. Et voilà, certains, voilà, Alicante, on collabore ensemble pour faire ça bien. Et encore une fois, pour que vous en fassiez plus. Merci. Merci beaucoup. On avait eu le chemin avec Bernard, la route, l'infrastructure avec Philippe, la décision avec M. Boyer. On a eu le code de la route. Et il faut le respecter, parce qu'au fond, le code de la route, pour continuer mon image un peu légère que j'ai improvisée, mais finalement j'essaie de retomber sur mes pieds, le code de la route, ça nous permet de conduire ensemble sur les mêmes routes. Et voilà. Donc, le code de la route de la data avec Dr Data, élément d'un écosystème plus large que vous pouvez respecter en tant qu'établissement non CHU pour lancer des projets data IA réussis. Merci beaucoup.